Il faut que Emmanuel Macron arrête de décider contre le peuple français. Ce n'est pas vrai de dire que les Français attendent du président de la République qu'il envoie des troupes françaises en Ukraine. Ce n'est pas vrai non plus de dire que les autres pays européens attendent ça de lui. Et puis surtout, il nous envoie vers l'impasse. C'est quoi l'issue? Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir de la diplomatie, c'est d'avoir la fin de cette guerre par la diplomatie. C'est la seule issue positive. Envoyer des troupes ne permettra pas d'arranger la situation. Mais tous les experts militaires expliquent justement que l'Ukraine peut tomber en quelques semaines si justement le camp occidental ne l'aide pas plus. Ça pèse pas dans le débat, ça? Mais tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter l'escalade. Parce que c'est agréable d'avoir la discussion sur un plateau, mais je vous rappelle qu'il y a des troupes ukrainiennes qui meurent, il y a des civils qui meurent. Tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter l'escalade et d'éviter que la France entre à l'intérieur. Il y a des portes d'entrée pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu. Dans la réunion qu'Emmanuel Macron a tenue avec les chefs de parti, il l'a dit. La Russie est prête à un cessez-le-feu. Zelensky a dit qu'il était prêt à avoir des référendums locaux pour essayer de déboucher sur les différents conflits qu'il peut y avoir entre la Russie et l'Ukraine. C'est les seules portes d'entrée qu'on a pour pouvoir éviter d'avoir une escalade et davantage de morts. Mais depuis, le président est revenu un peu sur ses propos en expliquant que personne ne pouvait considérer que Vladimir Poutine allait s'arrêter à l'Ukraine. Il allait sans doute peut-être aller sur le terrain moldave, sur les pays baltes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend qu'il va falloir se mettre autour d'une table et discuter. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on se tire dessus jusqu'à savoir qui a raison? Le rapport de force avec Vladimir Poutine, c'est pas de cette manière-là, selon vous La géopolitique, c'est toujours du rapport de force. Mais le rapport de force avec des armes où on décide de tuer des civils en masse et d'envoyer des troupes jusqu'à rentrer dans une escalade entre, je le rappelle, un pays qui possède l'arme nucléaire. C'est pas un détail dans l'équation. Tout ça. Et qu'il rappelle régulièrement. Bien sûr, et c'est la preuve qu'on est en train de rentrer dans une escalade. Les Français, quand je discute avec eux, ils sont très inquiets de la situation. Ils ont l'impression que le président de la République essaie de montrer les gros bras tout seul. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui, décide souvent contre le peuple français et est souvent déraisonnable. La seule issue positive qu'on a, c'est de se mettre autour de la table et de faire de la diplomatie. On a différentes portes d'entrée, ce qu'a dit Zelensky, ce qu'a pu dire la Russie. Maintenant, il faut que la France soit une force de médiation, mais des déclarations comme celle-là permettent pas de faire que la France puisse permettre de mettre tout le monde autour de la table. C'est vrai, Serge Faubert, que Emmanuel Macron le répète maintenant presque tous les 2 jours. Oui, il essaye d'installer l'idée petit à petit, parce qu'il pense qu'au moment de prendre une décision, les Français l'accepteront beaucoup plus facilement. Mais il va falloir qu'il explique 2 points essentiels. Le premier, c'est que le front n'a pas encore bougé. Les Ukrainiens résistent. Et le problème des Ukrainiens, ce n'est pas des hommes, ce sont des munitions que l'Europe, aujourd'hui, n'est pas en mesure de leur fournir. Et j'ajouterais que supposons que des troupes françaises se rendent sur le terrain, mais elles seront confrontées au même problème d'approvisionnement en munitions. Nous avons une armée, on appelle ça une armée échantillonnaire. C'est-à-dire on a un peu de tout, on est capable de tout faire, mais pas longtemps et à une petite échelle. C'est-à-dire que si demain un contingent français se retrouvait dans le Donbass en train de combattre les forces russes, eh bien, au bout d'une semaine de combat, il n'aurait plus de munitions pour tirer avec les fameux canons César. Donc ce problème-là, il ne serait soluble que dans le cadre d'une coalition, comme en Irak ou comme pendant la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Mais pour avoir une coalition, nous savons très bien que les partenaires européens y sont opposés. Donc une on voit partie mal des partenaires, les Polonais ils sont en tout cas plutôt favorables, les Pays-Baltes aussi, mais c'est vrai que l'Allemagne a pris ses distances. L'Allemagne a pris ses distances, c'est vrai, avec cette déclaration du président de la République. Et c'était l'objet de ce déplacement à Berlin aussi, hier, montrer qu'il n'y a pas de fracture. Tout à l'heure, dans le couloir, vous m'expliquiez que finalement, c'était du cynisme de la part du président de la République en vue des élections européennes. Est-ce que vous pensez vraiment que le président de la République pourrait être dans ce genre d'attitude pour, quelque part, en tout cas, aller sur ce discours européen ? J'espère pas. Être président de la République, particulièrement quand on parle de guerre, ça demande d'avoir un peu de hauteur et de responsabilité. Mais quand vous avez le peuple français qui ne veut pas envoyer des troupes, quand vous avez la plupart des dirigeants européens qui ne veulent pas envoyer des troupes... Mais le peuple français n'est pas au courant peut-être aussi de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, ça, c'est une donnée que vous n'avez pas. Je ne suis pas d'accord non plus. Les Français sont très très attentifs à ce qui est en train de se passer. Vous savez, quand je vais devant des lycées, parce que je discute beaucoup avec des jeunes, il y a des jeunes qui viennent me demander si jamais on va entrer en guerre. C'est un sujet que tout le monde regarde parce que tout le monde est paniqué, parce que personne comprend ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, qui tout le temps est en train de montrer des bras, alors qu'il va nous faire rentrer dans l'escalade. Donc j'espère que ce n'est pas un calcul électoral. Mais si jamais il veut en faire un sujet électoral, je veux que les personnes qui nous écoutent sachent ce que nous on dit. Nous voulons la paix, la diplomatie, éviter l'escalade. Et c'est aussi l'enjeu de l'élection qui va avoir lieu le 9 juin. Mais vous avez voté contre, je le rappelle, cette semaine à l'Assemblée nationale, contre cette stratégie d'aide à l'Ukraine proposée par le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté dans votre positionnement ?
Certainement pas. Bien évidemment que non. Nous, ce que nous avons voté contre parce que c'était pas uniquement une stratégie d'aide, c'était surtout une stratégie d'escalade. Surtout dans le contexte des déclarations. Il n'y avait pas la notion d'envoi de troupes. Hein. Non mais attendez, il n'y avait pas la notion d'envoi de troupes, mais vous avez par exemple la notion d'avoir des usines d'armement françaises qui peuvent arriver sur le territoire ukrainien. Donc ça veut dire que. Et ça pour vous c'est impossible. Pardon, Monsieur Boyard, mais vous avez expliqué que vous n'aviez pas voté la déclaration du gouvernement parce qu'il y avait en filigrane l'entrée dans l'Union européenne, et dans l'OTAN, puisque la France s'engage par ce traité à soutenir les efforts de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne et pour rentrer dans l'OTAN. C'est la raison qui a été avancée officiellement. C'est l'une des nombreuses raisons. Vous savez, le texte était complet, mais il y a ensuite les déclarations autour et puis ensuite tout le contexte géopolitique autour. Nous, ce que nous voulons éviter, c'est l'escalade, tout simplement. Ce texte aujourd'hui et la déclaration du gouvernement nous faisait entrer dans une escalade. Nous avons voté contre parce que nous voulons aussi envoyer un message. Et qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à ces députés de la majorité présidentielle qui expliquent que finalement, en votant contre, vous faites le jeu de Vladimir Poutine? Voilà. Ça m'étonne pas des députés de la majorité. Ce sont des personnes qui insultent l'intelligence des Français à longueur de journée. Les gens savent bien que c'est pas aussi binaire, que c'est pas où vous êtes pour Emmanuel Macron ou vous êtes avec Poutine. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, la France insoumise, nous payons encore les loyers de réfugiés politiques qui ont fui la Russie. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est menée par M. Poutine. Mais nous, ce que nous expliquons, c'est que la stratégie qui est portée par Emmanuel Macron est une stratégie qui va nous faire entrer dans une escalade avec un pays qui possède l'arme nucléaire, et ce n'est pas non plus une stratégie qui aide les Ukrainiens. Parce que, à titre personnel, j'ai de la famille ukrainienne qui me raconte au quotidien ce qui se passe sur le front, qui me raconte les pertes. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elles en ont marre de voir leurs frères mourir. Voilà ce qu'on me raconte. Cette guerre, c'est facile d'en parler quand on est autour d'un plateau. Mais vous avez vu ces images de villes détruites. Et mais tous vous disent finalement qu'ils ont besoin de cette aide militaire aussi, qu'il y a le manque de munitions. Il n'y a aucun souci pour aider militairement l'Ukraine, mais donner des armes de longue portée à l'Ukraine qui lui permettraient peut-être de frapper le sol russe, ça aussi c'est faire entrer la France dans l'escalade. Non mais et puis surtout, je pose la question au gouvernement. À partir de quel moment est-ce qu'on va essayer de se sortir de cette guerre par la diplomatie? Parce que si vous voulez sortir de cette guerre par les armes, ça finira peut-être, parce que je le rappelle, c'est une nation qui possède l'arme nucléaire, la France qui la possède aussi. Quelle est l'autre issue que vous voyez à ce conflit? Serge. Pardon, mais si on donne des armes, on les donne jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on donne des armes défensives et il y aurait des armes offensives. Non, il y a des missiles de longue portée qui peuvent, par exemple, casser le pont qui relie la Russie à la Crimée et qui permettraient d'isoler les troupes qui sont en Crimée. Bon, c'est une question, les Allemands sont contre, par exemple, c'est le fameux missile Taurus qui peut casser le pont. Les Français ont livré des missiles Scalp qui peuvent casser le pont. L'emploi de ces missiles est indispensable parce que c'est le seul moyen pour les Ukrainiens aujourd'hui d'arriver à soulager les forces sur le front. Si vous leur donnez, ils n'ont pas besoin de mitraillettes, c'est pas de mitraillettes dont ils ont besoin, c'est d'armes sophistiquées qui permettent de taper la logistique derrière qui alimente le front russe. Voilà, c'est de ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de soldats. Ils n'ont pas besoin de soldats français. Ça, c'est tous les généraux que vous pourrez inviter sur votre plateau vous le diront. Il n'y a pas besoin de troupes françaises. Ça fait 2 ans qu'ils se battent. Ils savent se battre. Ce qu'ils ont besoin, c'est des armes sophistiquées qui permettent de taper dans la profondeur. Un dernier mot là-dessus. Écoutez, le dernier mot que je peux avoir, c'est que la déclaration du président de la République est irresponsable, qu'elle se fait contre l'intérêt du peuple français, contre l'intérêt de l'Ukraine même. Et que elle vous fait peur à titre personnel? Vous représentez aussi une forme de jeunesse. Hein, vous savez, est-ce que la jeune génération avec qui vous discutez, est-ce qu'elle vous dit, voilà, nous on a peur mais bien sûr, chaque jour on a peur d'une guerre généralisée. D'autant plus avec les déclarations du président de la République qui nous font entrer dans l'escalade. Je suis aussi une génération qui voit sous ses yeux un génocide à Gaza. Et on a l'impression que personne ne retient les leçons de l'histoire. La diplomatie, le cessez-le-feu, c'est ce qui est demandé par la majorité des peuples du monde. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est les gouvernements. Donc je leur demande d'écouter les peuples. Louis Boyard, vous êtes dans les sondages, en tout cas dans le dernier, à 7,5% d'intention de vote. J'imagine que ce n'est pas votre objectif final. Comment est-ce que vous allez rattraper votre retard en essayant de ne pas imposer quelque part, ou en tout cas contrecarrer ce Macron-Le Pen qui se joue? Mais déjà, il faut le dire assez honnêtement aux gens. On est en train de préparer l'après-Macron. C'est ça l'enjeu de cette élection européenne. Ensuite, deuxièmement, je veux dire aux personnes qui m'écoutent, les personnes qui se disent être de la France insoumise vont voter à 43%.
Pour les autres listes, c'est 53%. C'est-à-dire qu'on a 10 points de participation à rattraper. Donc les personnes qui m'écoutent doivent m'entendre. Si jamais vous ne voulez pas de Macron et Le Pen qui ensemble font les traités de libre-échange, qui ensemble vont nous emmener dans l'escalade, eh bien dans ce cas, vous votez pour nous. Et s'abstenir, d'une certaine manière, c'est voter Macron et Le Pen. Nous, ce que nous voulons C'était l'objet d'ailleurs de vos différentes campagnes qui ont fait polémique sur justement attendez, appeler au sursaut et appeler au vote. Il y a un énorme sujet. Il y a 12 millions de citoyens qui sont mal inscrits dans notre pays. Des personnes qui peuvent aller voter, mais quand elles arrivent au bureau de vote, on leur dit non, vous êtes mal inscrits, vous n'avez pas le droit de vote. Et particulièrement chez les jeunes. Donc, et le gouvernement ne fait rien d'ailleurs pour essayer d'inscrire les citoyens sur les listes électorales. Donc nous lançons des campagnes aux gens et nous leur expliquons. Les riches votent. Et vous? Les racistes votent. Et vous? Et ensuite, on a un autre message à leur dire. Vous avez 10 milliards d'euros d'économie qui a été fait cette année. L'année prochaine, vous allez avoir 20 milliards d'euros d'économie. Pour leur donner un ordre de grandeur, c'est comme si on supprimait 600 000 postes de professeurs. Dans un moment où les gens voient où les Français voient des gens mourir sur les brancards dans les couloirs d'hôpitaux, où les gens voient leurs gamins qui n'ont pas de professeurs à l'école, où les gens ne voient pas les salaires augmenter. Mais faites-vous respecter, les moyens allez voter. Mais est-ce que justement, on voit bien, Serge, également, je vais vous poser la question dans un instant, mais la gauche, elle part sur ces européennes complètement dispersées. On a d'un côté les socialistes, d'un côté les écologistes, d'un autre côté vous. Est-ce que vous n'êtes pas un peu à l'origine de cette fracture lors de vos dernières prises de position, notamment en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste C'est à ce moment-là que la NUPES a éclaté. Est-ce que vous n'êtes pas à l'origine de ça? Non, pas du tout. Déjà, premièrement, si jamais la gauche décide de ne pas être à la hauteur de l'histoire uniquement sur la base de déclarations d'un jour ou deux, elle n'est pas à la hauteur. Deuxièmement, nous, on a proposé la tête de liste aux écologistes. Il y a eu un programme des jeunes de la NUPES. Nous, on n'a pas arrêté de dire, si la gauche, elle est rassemblée dans cette élection, on bat Jordan Bardella. On bat la liste des macronistes. La gauche rassemblée, elle gagne. La gauche, elle est forte en France. C'est eux qui ont fait le choix de la division. Don't act. Nous portons le programme de la NUPES dans cette élection européenne. Et nous disons aussi aux gens, puisque l'on prépare donc vous portez la faute sur Raphaël Glucksmann, sur les écologistes. Bien évidemment. C'est des personnes qui nous disent on a des désaccords programmatiques. Mais attendez, on a été capable de se mettre d'accord sur des élections législatives. Le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir qu'un député européen. Non mais tout ça est hypocrite. Donc nous on dit aux personnes, aux orphelins de la NUPES, aux personnes qui attendaient de la gauche qu'elles soient rassemblées, qu'elles battent tout le monde aux prochaines élections, parce que je rappelle, rassemblés, nous battons tout le monde. Si jamais vous voulez continuer de voter pour le programme d'union, votez pour le nôtre. Nous sommes les seuls à nous réclamer du programme de la NUPES. Ni les écologistes vous rallieront pour ces européennes. En tout cas, ce sont les éléments de langage que vous sortez. Par ailleurs, je dis aux personnes qui m'écoutent, envoyez un message aux autres listes de gauche. La liste d'union, c'est la nôtre. Vous voulez l'union, vous votez pour nous. Serge Faubert, on voit sur ce sondage, ELAB pour BFM, d'ailleurs, c'est l'évolution. Kevin Valesco-Lopez en régie me dit que c'est bien l'évolution par rapport entre le 7 et le 9 février, moins 1,5, en tout cas de pourcentage pour les intentions de vote, la France Insoumise. Est-ce que vous partagez justement ce que... Oui, alors en même temps, la France Insoumise s'est fixée il y a quelques jours un meeting auquel vous participiez à Nanterre. Jean-Luc Mélenchon a dit les élections européennes, c'est le premier tour de 2027. Donc il y a une vision extrêmement nationale de ce scrutin. Il veut en faire une élection nationale. C'est la première étape vers, pense-t-il, la conquête du pouvoir en 2027. Alors, moi je veux bien entendre tout, mais vous êtes à 7%, ça veut dire donc que vous estimez que vous serez à 22% au soir du 9 juin. Je trouve ça très audacieux en 3 mois d'arriver à tripler votre score étant donné votre situation aujourd'hui. Alors vous me direz, il y a 12,5 millions d'abstentionnistes dans ce pays et vous comptez sur eux pour se mobiliser largement et venir combler, je dirais, ce qui vous manque pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé. Sauf que ces abstentionnistes, premièrement, on ne sait pas s'ils vont voter pour vous ou pour les socialistes ou pour les communistes ou pour les écologistes. Et deuxièmement, vous oubliez dans votre réflexion quelque chose qui est essentiel à mon avis, c'est que en 2022, dans les 22% de Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup d'électeurs communistes, socialistes et écologistes qui ont voté utile dès le premier tour. Parce qu'ils ont dit Jean-Luc Mélenchon peut être au deuxième tour, Yannick Jadot non, Hidalgo non et Fabien Roussel non. Voilà. Donc ils ont fait le choix de Jean-Luc Mélenchon
dès le premier tour, mais ils ne sont pas acquis à la France insoumise. Et aujourd'hui, vu les relations que vous entretenez avec eux, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils votent pour vous. En tout cas, l'appel est lancé de votre part. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur justement ce meeting que l'on a vécu tout à l'heure. Vous avez mis en avant une nouvelle figure sur votre liste, c'est Rima Hassan. Elle était entre eux d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon et Manon Bré. Elle était sur scène. Cette justement juriste franco-palestinienne qui a été dans l'actualité et qui a été à l'origine d'une polémique importante autour de ses prises de position et son ambiguïté sur le Hamas. Depuis, elle a porté plainte, elle a mis en demeure un média qui, qu'elle considère l'avoir censuré sur son propos, où elle disait que le Hamas était un mouvement de résistance. Elle réfute justement cette ligne-là. Est-ce que, pour vous, c'est un choix stratégique qui va payer, justement, Rima Hassan? Et sur cette polémique, est-ce qu'elle reste quand même dans une forme d'ambiguïté, très franchement? C'est terriblement malhonnête de présenter Rima Hassan comme ça. C'est une femme qui a tellement plus de talent, tellement plus de compétences et tellement plus d'histoire que de la résumer à ça. Mais vous comprenez que sa position est plus choquée? Non mais attendez, sa position, et je vous invite juste à faire une recherche Google, il y a 2 résolutions de l'ONU qui expliquent que la résistance palestinienne, dans le contexte de colonisation d'Israël, est légitime. Et Rima Hassan a dit, et nous sommes totalement d'accord avec ça, que ce qui a été fait le 7 octobre n'est pas légitime. Ce sont des horreurs, ce sont des crimes de guerre. Il n'y a pas de majorité en France pour soutenir ce qui a été fait le 7 octobre. Mais il n'y a pas non plus de majorité en France pour soutenir le génocide qu'est en train de faire Israël. Et dès lors qu'on dénonce le génocide, alors ça veut dire qu'on a des ambiguïtés avec le Hamas. Donc c'est une fausse polémique, c'est une instrumentalisation. Mais évidemment que c'est une fausse polémique. Il suffit d'une recherche Google et d'écouter une interview de Rima Hassan pour se rendre compte que c'est une dame qui passe son temps à appeler à la paix, à l'égalité des droits. C'est ça le combat de Rima Hassan. C'est ça notre combat aussi. Et je pense que c'est important dans cette campagne de répéter un mot que tout le monde a sur le cœur. Cessez le feu. C'est terrible les images que l'on voit des bombardements et aujourd'hui de la famine. Enfin, aujourd'hui, vous avez des enfants qui meurent de faim dans une famine qui est organisée par Israël. Donc oui, on a besoin d'une voix pour un cessez-le-feu, d'une voix pour la paix. Et Rima Hassan, comme tous les membres de notre liste, porteront à merveille cette revendication. Et on y reviendra bien évidemment. Serge, on est obligé d'arrêter ici. On y reviendra, promis Serge, dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas Louis Bayard d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise du Val-de-Marne.